Bon après-midi à tous et bienvenue dans le AH. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande personnalité. C'est une personnalité marquante de l'intelligentsia jeune au Cameroun. Journaliste, chercheur, écrivain et aussi consultant. Il a occupé le poste de chef de la rubrique sport au quotidien Le Jour et aussi directeur général adjoint de l'information à Canal 2 International. Il a écrit des livres, Programmés pour échouer et la tragédie des lions indomptables. Il s'appelle tout simplement Jean-Bruno Tagné. Bonsoir Jean-Bruno Tagné. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci, c'est très gentil. Bienvenue à HTV. C'est un plaisir d'être avec vous. Une première? Oui, c'est une première et je suis plutôt impressionné par le cadre. Bah merci, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, venant d'une personnalité comme vous. Alors, on va parler aujourd'hui de la presse. Oui. Nous avons célébré le 3 mai dernier la liberté de la presse au Cameroun et dans le monde. Alors, vous, en tant qu'acteur du monde médiatique, qu'est-ce que vous avez fait à cette occasion? Bon, alors disons que le 3 mai de cette année s'est célébré quand même dans des circonstances particulières pour moi. Pourquoi? Donc, oui, parce que je faisais face à quelques tribulations professionnelles. Et donc, j'ai pas eu vraiment le temps de festoyer, mais plutôt le temps de méditer sur ce qu'est devenu la presse au Cameroun aujourd'hui, et de méditer également sur le statut du journaliste dans la société camerounaise aujourd'hui. Justement, c'est la question que j'allais poursuivre avec. Oui. Quelle est la place de la liberté de la presse ici au Cameroun? Alors, disons que c'est une question qui est assez complexe, Oui. parce que lorsqu'on parle de liberté de la presse dans un pays, il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Voilà. D'abord, si on veut voir au niveau de la diversité médiatique, on doit à la vérité de reconnaître qu'il y a une certaine diversité dans les médias au Cameroun. Quand j'étais membre du Conseil national de la communication, nous avions fait une étude pour essayer d'évaluer le nombre de titres de journaux qui paraissaient au Cameroun. Tenez-vous bien, il y en avait près de 650. 650 Autant que ça? titres, oui, déclarés au Cameroun. Les radios, il y en avait plein. Les télévisions, il y en avait pas mal également. Donc, en termes de diversité, on peut dire qu'il y a une certaine liberté de création des journaux. L'implantation. Voilà. Alors, sauf qu'il y a beaucoup de journaux, mais dans les kiosques, il y a très peu qui soient de qualité, qui soient capables de représenter le mieux ce qu'on peut espérer comme média dans une société comme celle du Cameroun. Après maintenant, le ton, je pense que globalement, la presse, elle est un peu libre, mais c'est une liberté qui est surveillée parce que, bon, voilà, on sait jusqu'où ne pas toujours aller très loin. En ce qui concerne la presse écrite, je pense qu'il y a une certaine liberté quand même, mais c'est dans l'audiovisuel qu'il y a toujours, voilà, une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de tous les promoteurs de médias. Mais globalement, je suis en train d'observer quand même qu'il y a un certain recul en ce qui concerne la liberté de la presse au Cameroun. Parlons donc de cette, Jean-Bruno, parlons donc de cette épée de Damoclès sur la tête des médias ou bien de tout le monde médiatique au Cameroun. Concernant la relation entre les médias et les politiques. Alors, les relations entre les médias et les politiques, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que, vous savez, dans toutes les sociétés, les politiques veulent contrôler les médias. Parce que celui qui contrôle l'information... Dans toutes les sociétés du monde? Oui, celui qui contrôle l'information a le pouvoir. On a vu par exemple en France avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui avait pratiquement caporalisé toute la presse parce que tous les patrons des médias, c'était ses amis. Et donc, du coup, il a fait virer Patrick Poivre d'Arvor. Bref, c'était assez complexe à l'époque de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au pouvoir d'avoir une véritable liberté dans les médias français parce qu'il avait avec lui un certain nombre de patrons de médias qui étaient ses amis parce que ce sont des hommes d'affaires qui investissent dans la presse. Donc, il y a une relation qui est assez difficile entre les pouvoirs et les médias. Et au Cameroun, aujourd'hui, on s'est rendu compte, et ça, je l'ai découvert aussi quand j'étais membre du Conseil national de la communication, qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques qui, en réalité, se cachent derrière certains titres de presse. Et parfois, il y a des règlements de compte par presse interposés. Ok, d'accord. On parle donc de l'époque où vous étiez membre du Conseil national de la communication. Bon, ça n'a pas changé.
Bah, je ne le suis plus simplement parce qu'au bout de mes 3 premières années, parce que vous savez que la loi de 2012, je crois, sur portant réorganisation du Conseil, le décret portant réorganisation du Conseil national de la communication prévoit que les membres sont nommés pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Et donc, au bout de 3 ans, mon mandat il n'avait pas été renouvelé et j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je n'y suis plus. Alors, je vais vous poser une question un peu vicieuse, on va dire. Allez-y. Selon vous, votre mandat n'a pas été renouvelé. Pourquoi? Bon, forcément, vous devez avoir une idée. Oui, j'ai une idée. Laquelle? Mais est-ce que c'est une idée qui est bonne? Ça, je n'en sais rien. C'est purement subjectif. Oui, moi, on m'a dit c'est mes prises de position qui ne plaisaient pas. D'accord. Bon, évidemment, je m'en fous parce que j'avais pas demandé à être membre du Conseil national de la communication, mais avait nommé et donc je n'avais pas à faire quoi que ce soit pour plaire ou alors, bref, je gardais ma personnalité tout en étant membre du Conseil national de la communication et apparemment, ça n'a pas trop plu. Bon, je vais encore emboîter sur cette réponse. Vu que vous étiez, les 3 années précédentes, membre du Conseil, vous étiez en même temps journaliste. Vous étiez parti et juge. C'est pas contradictoire selon vous? Honnêtement, bon, honnêtement, ce n'est pas normal. C'est ce que je pense modestement qu'un journaliste qui exerce dans un média soit également membre du Conseil national de la communication. Si on veut bien faire les choses, il faudrait qu'il démissionne. Mais à l'époque, quand j'étais membre du Conseil national de la communication, les membres du Conseil national de la communication n'avaient pas de salaire. Donc, il n'était pas possible pour quelqu'un comme moi de démissionner du journal Le Jour pour aller se mettre au service d'une institution pour laquelle je ne recevais pas un sou. Bon, évidemment, on recevait ce qu'on appelle les jetons de présence chaque fois qu'il y avait une session, mais ce n'est pas un salaire. Donc, c'est ce qui a justifié que les membres du Conseil national de la communication maintiennent leurs fonctions. Mais je veux dire que je ne suis pas sûr qu'à travers le monde, ça se passe comme ça. Quand on est membre d'une instance comme le Conseil national de la communication, on doit totalement être détaché de la presse pour avoir toute la liberté. Parce que imaginez, moi en tant que journaliste au quotidien Le Jour, s'il y a un dossier qui concerne Le Jour, évidemment. Bon, à l'époque, nous avions dans le règlement intérieur du Conseil national de la communication décidé que chaque fois qu'il y a une affaire qui concerne un membre qui est d'une manière ou d'une autre intéressé par une telle affaire, soit parce qu'il travaille dans le média en question, il ne participe pas au débat, mais c'est un faux fuyant puisque évidemment ses autres collègues vont quand même se soutenir que j'aime notre travail pour le jour. C'est la question que j'allais poser. Donc pour éviter ce genre de choses, l'idéal c'est de mettre dans le Conseil national de la communication des gens qui ne sont plus en fonction ou alors une fois qu'ils sont nommés, qu'ils démissionnent. D'accord, donc on va donc rester sur ce sujet du Conseil. C'est quand même le membre régulateur de la communication au Cameroun. Mais ces décisions ne sont pas toujours respectées. Alors, en fait, le Conseil national de la communication a connu plusieurs étapes. Quand nous avons été nommés, parce que je rappelle quand même que nous avons été les premiers membres du Conseil national de la communication à avoir été nommés à la suite de la réorganisation du Conseil. Et donc, nous avons été les premiers, je dirais modestement, les pionniers de cette affaire. Et donc, quand nous avons été installés, la première année du Conseil, c'était très sérieux. C'était très sérieux, on était respecté. Le président à l'époque, c'était Père son âme, Monseigneur Beffé Ateba. Et donc, nos premières décisions ont fait peur aux médias. C'était vraiment le gendarme. Je me souviens d'un certain nombre de DP qui passent pour être de véritables terreurs qui m'appelaient. Parce qu'ils avaient des dossiers au sein du Conseil, ils me demandaient des conseils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout. Et moi, je leur disais, écoutez, si vous êtes conscient que vous avez commis une faute, vous passez aux aveux et puis vous aurez la peine minimale. Donc, vraiment, les gens avaient peur. On a fermé un certain nombre de médias de manière temporaire et tout cela a été respecté. Donc, le problème a commencé à se poser quand certains médias ont été suspendus et ont décidé de ne pas obtempérer. Et à partir de ce moment-là, les autres médias ont emboîté le pas à celui-là. Et donc, voilà. Le Conseil aujourd'hui, mais pourquoi le Conseil, honnêtement,
ne fait plus peur à personne et c'est bien dommage parce qu'une telle institution doit quand même exister parce qu'on ne va pas créer une république des journalistes. Les journalistes sont des citoyens qui exercent un métier qui est tout à fait encadré. Exactement. Il y a des lois qui encadrent l'exercice de la profession de journaliste. Il y a l'éthique, il y a la déontologie, il y a même la loi. Il y a même la loi. Donc un journaliste doit être responsable de ses écrits et de ce qu'il dit. Donc une telle instance, pour moi, sont bien fondées. Ne se discute plus. Maintenant, la manière dont cette institution fonctionne, c'est absolument dommage. Et le problème, ça c'est la question que vous vous apprêtiez à me poser. Que je vais vous poser, bien sûr. Le problème, c'est que le Conseil n'avait pas des moyens de coercition. C'est-à-dire que une décision de justice, toute proportion gardée, parce que le Conseil n'est pas une juridiction, mais une décision de justice n'a de valeur que lorsque elle doit être appliquée. Et quand le juge rend une décision, ce n'est pas le juge, si le juge dit Madame Raksha doit être emprisonnée, ce n'est pas le juge qui vient vous chercher. Il y a d'autres instances qui se chargent de l'application de cette décision. Et c'est ce qui a manqué au Conseil national de la communication. Le Conseil organise une session, prend des décisions, après il faut les appliquer. Et les sous-préfets, la force publique même aurait dû se mettre au service du Conseil, mais cela n'a pas été le cas à cause d'un certain nombre de micmacs, des coups de fil, des pressions. Comme d'habitude, en fait, il y a ce rapport, toujours, on l'a eu en l'entame de notre émission, il y a ce rapport entre grosses, on va dire, autorités et les médias. Mais est-ce que le fait que le Conseil national de la communication étant muni de ses pairs, c'est-à-dire les pairs de la communication, les grands journalistes, ce n'est pas un apport fixe pour les médias en général et de la communication? Oui, je pense que c'est en fait la mise en place du Conseil national de la communication est venue combler un peu les déficits de la corporation au Cameroun. C'est-à-dire que les journalistes camerounais depuis des lustres ont été incapables d'organiser leur profession. Parce qu'il y a eu une époque où on parlait le Conseil camerounais des médias qui avait pour ambition d'être une espèce de justice des pairs. C'est-à-dire que les journalistes se mettent ensemble pour décider. En notre sein, nous pensons que X a commis une faute et n'est plus digne de pouvoir être considéré comme journaliste et donc devait agir comme ça. Il avait bénéficié d'un certain nombre d'appuis, dont je crois la fondation Friedrich Ebert et tout, mais cette initiative a fait chou blanc, ça n'a pas marché. Et donc, le gouvernement a mis en place le Conseil national de la communication et en désignant les membres de cette instance, mais en même temps, ce même gouvernement a fragilisé le Conseil. Parce qu'il faut dire que le Conseil est placé sous l'autorité du Premier ministre. Et je me souviens d'une réunion, j'espère que je ne trahis pas un secret. Nous avons eu une réunion. On achète, hein, on trahissait. Nous avons eu une réunion à l'époque avec le Premier ministre Philémon Yang, où nous sommes allés nous plaindre de ce que nos décisions n'étaient pas appliquées. Et tout magistrat qu'il est, parce que c'était un magistrat de formation, il a dit non, ce n'est pas un problème. Vous prenez vos décisions. Si on n'applique pas, ce n'est pas votre problème. Vous avez pris votre décision. Moi, j'ai trouvé ça absolument absurde. Ça sert à quoi alors s'il est l'instance, on va dire l'instance présidentielle de la un peu un juge qui rend des décisions et qui ne sont pas appliquées. Ah ben, la justice est ferme. Hein. Voilà. Mais au bout d'un moment, on va finir avec le Conseil national de la communication. Au bout d'un moment, on regarde dans nos pays, dans des pays voisins, nos pays frères, on a le Tchad, on a la Côte d'Ivoire, où le Conseil national de la communication est carrément le maestro en temps et pour tout de la communication. Pourquoi est-ce que ça marche très bien. Des pays comme ça ont une avancée dans le monde de la communication et pas le Cameroun? Ben, le problème, ce n'est pas seulement au niveau du Conseil national de la communication. Dans plein d'autres domaines, ça marche ailleurs et pas au Cameroun. Donc, voilà, bon, je me fixe encore sur le Conseil national. C'est malheureusement le problème du Cameroun. Effectivement, vous avez au Bénin l'équivalent du Conseil national de la communication. Au Bénin, ça marche très bien. Au Burkina Faso, au Congo même. Au Congo, moi, je me souviens, pardonnez-moi, je me souviens plus très bien de quel pays, mais en Afrique, francophone d'ailleurs, le Conseil là-bas avait suspendu des médias parce qu'on s'était rendu compte que les patrons de ces médias ne payaient pas les salaires à leurs employés. Vous imaginez jusqu'à quel point le Conseil peut être important dans ces pays-là. Le problème du Cameroun, c'est que nous n'aimons pas respecter les règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Et je vous disais tout à l'heure, quand j'étais membre du Conseil national de la communication, les interventions, les pressions
que les membres subissaient venaient à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Et pour des gens qui avaient commis des actes absolument désastreux pour la profession de journaliste. Juste un petit exemple. Le conseil organise une session, suspend un journal et la semaine d'après, le même journal reçoit l'aide à la presse privée. D'accord. C'est un peu fou, non? C'est fou et c'est contradictoire, mais bon, moi je suis journaliste, donc je donne ma langue au chat et je vous laisse parler. On va donc finir avec le Conseil national de la communication et vous, en même temps, vous avez dit que ce n'est pas normal, à votre avis. Pourquoi vous êtes représenté en tant que journaliste déjà, sachant que c'est pas bien d'être en même temps journaliste, acteur médiatique et membre du conseil. Pourquoi vous êtes représenté? Ah non, moi je n'ai rien demandé, j'ai été nommé. Et, Pour le deuxième mandat, je dis qu'il n'a pas été validé. Oui, enfin disons que c'est une décision qui est discrétionnaire. C'est une décision du chef de l'État qui nomme qui il veut et il décide de débarquer qui il veut. En droit administratif, on dit celui qui nomme révoque. Donc il m'a nommé et ensuite il a décidé de ne plus me nommer. Donc c'est vraiment libre à lui, c'est discrétionnaire. Mais vous le souhaitiez encore? J'avais pas de souhait particulier parce que pour y être, je n'avais rien demandé. Je suis resté tranquille chez moi, comme on dit, et on a lu mon nom à la radio. Donc je ne sais pas d'où c'est venu jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire que j'ai été nommé membre du Conseil national de la communication grâce à tel ou tel. Certains membres du Conseil, lorsqu'on nous avait nommés, avaient été reçus. Ils savaient qu'il serait nommé, mais je peux vous jurer que moi, je ne le savais pas. J'ai découvert comme tout le monde. Et moi, ça m'a quand même impressionné. Je me suis dit, ah bon, c'est comme ça qu'on nomme les gens dans ce pays. Moi, j'ai souvent cru que c'était faux, mais il y a bien des personnalités qui sont nommées dans ce pays et sans être consultées. J'en suis la preuve. Bah, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. On espère que vous aurez encore d'autres nominations étant chez vous. On l'espère. Bon, maintenant, on va passer aux problèmes fâcheux. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas bien passé la fête, on va dire la journée nationale ou internationale de la presse parce qu'il y avait un peu de problèmes professionnels. Parlons de ça. Il y a quelques jours, vous avez eu un entretien à Abika Radio et vous avez parlé. Dans vos dires, je vais vous citer, vous avez dit « Il y a un moment où le journaliste doit prendre sa plume, porter le couteau dans la plaie. » Pourquoi vous l'avez dit? Alors, parce que c'est la conception que j'ai du journaliste et du journalisme aussi. Alors, il ne faut pas croire que le journalisme, c'est un métier qui est désincarné, c'est-à-dire qu'on fait du journalisme comme ça, on écrit. Non, il faut parfois croire en quelque chose. Il faut parfois croire en quelque chose. Et je suis par principe opposé à toute forme d'injustice. Et je pense que parfois, le journaliste doit aller au-delà de rendre simplement compte ou bien de raconter, de dire les faits. Il doit parfois dénoncer aussi. Et c'est cela que j'entends par porter le couteau dans la plaie. D'accord, donc porter le couteau dans la plaie, je vais maintenir ce bout de phrase. C'est ça la raison de votre départ à Canal 2 International. Surtout que, on va dire, vous avez une plume très engagée dans vos livres, dans vos œuvres, on l'a vu, dans vos dires et dans vos paroles, on l'a suivi. Est-ce que c'est à cause de cette plume engagée que vous avez été débarqué, je vais dire, de Canal 2 International? Je ne sais pas. Il y a une autre raison, par exemple, il y a d'autres informations, si je peux me permettre. Il faudra les partager avec moi. Oui, je vais le faire tout de suite. J'ai des informations aussi. Oui, disons que officiellement, j'ai été viré pour, comment on appelle ça? Abandon de poste. Abandon de poste. Bon, évidemment, ça c'est une raison qui est absolument farfelue. Quand on parle d'abandon de poste, si on est sérieux, il y a quand même une procédure pour constater un abandon de poste. D'accord. Je pense que c'est une raison qui est totalement farfelue, qui n'a rien à voir avec la réalité. Je peux injecter mes informations maintenant. Allez-y. Dans l'abandon de poste, je pense, je pense que quelque part, si un promoteur, j'ai regardé, bon, j'ai eu les sources. Maintenant, il faille bien que je regarde. J'ai regardé votre dernière émission datait de novembre. Ça fait exactement 6 mois Tout à fait. que vous n'êtes pas passé à l'antenne.
Ce n'est pas comme si vous étiez régulièrement dans les antennes. Absolument. Ça peut être considéré comme un abandon de poste. En un. En deux aussi, on a parlé de vos lignes éditoriales dans vos différentes émissions, le choix de vos invités, le choix de vos questions, la façon dont de débattre, et qui n'était pas toujours, qui était totalement en déphasage avec la ligne éditoriale de la maison Canal International. En plus de ça, il y a aussi eu des informations comme quoi vous étiez propriétaire d'une agence de communication qui est complètement une concurrente de Canal International. Vous ne pensez pas que vous, à la place d'un employeur, vous serez comporté de la même façon? Bon, alors... Tout honnêtement. Allons-y pas à pas. D'accord, je suis là. Alors, commençons par le fait que la dernière émission que j'ai présentée remontait à novembre. Oui. Effectivement, moi j'ai fait ma dernière émission, je crois que c'était en novembre. Mon invité, voilà, la grande interview. Voilà, la grande interview, c'est l'émission que j'animais. Sauf que après, je suis parti en vacances. Vacances aussi qu'on a douté, on a dit, on est revenu là-dessus, on a dit que vous n'avez pas été permis d'aller en vacances aux États-Unis et vous avez passé un bon bout de temps. Non, c'est n'importe quoi parce qu'effectivement j'ai reçu la lettre de mise en congé et tout ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc j'ai passé un mois aux États-Unis et donc quand je suis revenu, naturellement, j'ai demandé à reprendre mon émission et malheureusement, on ne me l'a pas permis. Et j'ai fait plusieurs relances à ce sujet pour demander à reprendre mon émission, ce qui ne m'a pas été donné de faire. Des raisons pour ça? Pas de raison. Chaque fois, on me tournait en bourrique, on dit non, il faut attendre janvier. En janvier, quand j'écris, on ne me répond plus et tout. Donc, je travaille dans une chaîne de télévision qui ne m'appartient pas et donc je ne vais pas casser les studios pour aller présenter l'émission. Voilà. Mais ce que je dis, j'ai des preuves, je suis juriste et j'ai des traces écrites de toutes ces relances que j'ai faites pour essayer de reprendre mon émission. Donc, la première raison, c'est n'importe quoi. Donc, je n'ai pas abandonné l'émission. On m'a empêché de faire mon travail. Deuxième chose, maintenant, vous parliez de ma boîte de production. Alors, ma boîte de production n'est en rien concurrente à Canal International. 2. Canal 2, c'est une chaîne de télévision et Naya International Production, c'est une boîte de production et qui n'existe pas aujourd'hui parce que dans cette entreprise, tout le monde a une boîte de production. Pratiquement tout le monde. À la seule différence que les autres sont cachotiers. Moi, je suis par nature quelqu'un d'ouvert, j'assume tout ce que je fais. J'ai rendu ma boîte publique. Donc voilà, il n'y avait aucun problème à ce niveau parce qu'on ne m'a jamais interpellé à ce niveau et je ne vois pas en quoi je faisais concurrence à qui que ce soit. Il y a même un de vos confrères qui a une télévision aussi là-bas. Voilà, donc là, pour le coup, c'est une vraie concurrence. Donc, c'est une vraie concurrence. En ce qui me concerne, c'est modestement une boîte de production et je pense que ça devrait me mettre encouragé parce qu'on ne peut pas à la fois jouer le rôle de diffuseur et de producteur, c'est très très compliqué. Et quand j'utilisais ma boîte de production pour produire un certain nombre de reportages dans la grande interview en utilisant mes moyens techniques, y compris financiers, tout le monde il était bien content. Voilà, donc maintenant, non, je pense qu'aucune de ces raisons n'a été évoquée. Aucune. Il a été simplement question de abandon de poste. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est absolument farfelu et personne de sérieux, au regard des éléments en cause, ne peut valider vous assumez vos dires. Oui. D'accord, on va encore rester un peu sur cette partie un peu fâcheuse qui vous, je ne vais pas dire qui vous hante, mais qui vous poursuit ces derniers temps. Il y a ce rapport. Vous êtes entré en tant que directeur général adjoint de l'information. C'est quand même un poste de roi. Oui. Pour quelqu'un qui vient d'entrer directement nommé par le président directeur général Emmanuel Chatué. Et aujourd'hui, vos rapports, après au regard de tout cela, alors, vous parlez toujours au téléphone, non, la dernière fois où moi on s'est parlé, ça remonte à décembre, c'est vous dire. Non, d'abord, je n'ai pas été nommé. J'ai été recruté. Voilà, donc sur mon contrat, il est écrit directeur général adjoint chargé de l'information. Voilà, donc ce n'est pas en interne que j'ai été nommé, j'ai été recruté comme tel. Voilà. Donc c'est vrai que je ne suis pas spécialement attaché au poste. Les postes, pardon de dire ça comme ça, on s'en fout un tout petit peu. Il y a des journalistes qui ont fait de très belles carrières, qui sont très célèbres et qui n'ont jamais été, ne serait-ce que rédacteurs en chef. Exactement. Ils ont fait uniquement leur boulot et ont fait
une très grande carrière en faisant uniquement leur boulot sans s'attacher à des postes qui parfois sont des coquilles vides. On bombe le torse, CDG, tout ça, mais en réalité, c'est une coquille vide. Donc, le plus important, c'est ce qu'on fait comme journaliste. Et pour moi, je suis attaché à ce métier, à la manière de le faire, ce métier. Pour les postes, ça fait plaisir, c'est bien, ça peut flatter son ego et tout, mais après, je pense que le plus important, c'est ailleurs. Je connais des journalistes qui ont fait des carrières absolument remarquables, mais qui n'ont jamais occupé un poste hiérarchique. Pour moi, journalistiquement, j'ai été chef du service sport quand j'étais au quotidien le jour. Et ça, grand reporter aussi. Et ça, c'est un vrai poste. J'ai été chef du service politique. J'ai animé l'élection présidentielle de 2011 pour le journal Le Jour. J'ai conçu des choses qui ont très très bien marché. Ça, c'était un vrai poste opérationnel. J'ai été grand reporter. C'est un grade dans la profession qui veut dire quelque chose. Je pense que pour moi, ça, c'est le plus important. C'était pas un problème de poste en tout cas. Non. Ok, on va encore, je vais prendre deux petites dernières questions sur cet élément de Canal International. Dans la mesure où vous êtes, vous avez vos raisons. La télévision a ses raisons. Il y a eu un problème, vous allez me le confirmer, parce que la bonne source c'est vous. Et il y a eu un problème de droit qui a été mentionné. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui nous ont pas été versés. Et si oui, vos droits ne vous ont pas été versés, quelle est la stratégie que vous pensez opérer pour pouvoir faire valoir vos droits? Alors, jusqu'à présent, j'avais décidé de ne pas m'exprimer sur cette affaire parce que je continue d'espérer que mes anciens employeurs vont faire preuve d'un minimum d'intelligence et d'honnêteté pour que tout cela se règle dans le respect des intérêts et de la dignité de chacune des parties. Il n'est pas dans l'intérêt de cette entreprise que les problèmes se multiplient. Il n'est pas dans mon intérêt non plus de perdre du temps dans une procédure. Mais cela ne signifie pas que j'ai peur d'une procédure. J'irai jusqu'au bout pour obtenir ce qui m'est dû. Oui, je veux dire que c'est le mot que je garde, c'est la phrase que je garde, j'irai jusqu'au bout pour obtenir évidemment, parce que je dis que d'abord, je ne suis pas le premier qu'on vire d'une entreprise au Cameroun. Les gens se font virer tous les jours. C'est pas parce que je suis journaliste que ça doit devenir une affaire d'État. Et je pense que lorsqu'on a une entreprise, on recrute qui on veut, on le vit quand on veut, mais il faut respecter ses droits. Bien sûr. Donc vous avez le droit, même s'il n'a rien fait, votre journaliste, vous l'appelez, votre tête commence à m'énerver, je veux plus de vous, allez vous dégager et puis voilà, vous faites ce qu'il y a à faire, c'est tout. C'est vraiment son droit. Ça n'a donc pas été fait à Canal International. Voilà, c'est justement la démarche qui n'a pas été faite. C'est cette tentative, je veux dire, cette approche qui consiste à créer une raison pour se débarrasser de quelqu'un de manière absolument injuste que je ne supporte pas. Et ça, ça me rend fou, quoi. Je trouve ça inacceptable. Et donc, il y a un minimum d'élégance qu'il faut avoir vis-à-vis d'un employé dont on sait dans son fond intérieur qu'il n'a commis aucune faute professionnelle, mais alors aucune. Je pense qu'à un moment donné, on peut être homme d'affaires et être honnête aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, bon, là maintenant vous allez faire appel au code de l'emploi, le travail, et ou bien au code les principes de l'entreprise? J'espère ne pas en arriver là. J'espère ne pas. Je vais vous tirer les verres du nez, mais dites-moi quelque chose. Vous le faites déjà très bien et je vous le dis très sincèrement, j'espère ne pas en arriver là. Mais vous serez prêt à tout. Oui, l'objectif, c'est que tout se règle dans le calme, dans le respect de la dignité et des intérêts de chacune des parties. Tout doit se faire à l'amiable. Voilà. Ce serait l'idéal. Bon, évidemment, si les gens ne comprennent pas ça comme ça, eh bien, on va attaquer. On espère que les gens comprendront. Mais j'ai une question qui me taraude quand même pour finir avec ce débat-là. Comment est-ce qu'on on aura fini? On aura fini. Bon, presque. On aura presque fini. Comment est-ce que vous l'avez appris? Au téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux comme nous autres ou bien?
Bon, non, moi j'ai été appelé par le responsable administratif ici. Bon, j'étais en déplacement, je travaillais justement sur un petit documentaire personnel. Je n'étais pas dans la ville de Yaoundé. On m'a dit qu'il y avait un courrier qui m'attendait. Sauf que j'avais déjà mes sources en interne qui m'avaient dit... Vous les choses. Oui, qu'on vient de signer telle chose qui dit ceci. Donc, je m'attendais à voir quand même quelque chose de sérieux et tout ça. Mais quand j'ai vu abandon de poste, j'ai trouvé ça... j'ai même un peu été déçu, quoi, parce que je voulais voir du costaud pour voir comment organiser ma défense. Il y a eu un manque, il y a eu un manque d'intelligence pour vous, comment dire, vous emprisonner. Je n'en sais rien. Tombé dans le piège? Non, je n'en sais rien. Moi, j'ai toujours fait un effort pour être un employé correct. Je dois quand même rappeler que ce n'est pas la première fois, enfin, je veux dire, avant d'arriver là-bas, j'ai travaillé quelque part 10 ans. Bien sûr, et donc, personne n'a jamais entendu quoi que ce soit à mon sujet. Moi, je suis quelqu'un de discipliné, en général. Je fais ce que j'ai à faire avec sérieux. Je suis engagé. Quand j'ai quelque chose à faire professionnellement, je le fais à fond. Et donc, voilà, et j'entends être respecté dans ce que je fais. D'accord, je pense que j'ai encore une dernière question, mais ça sera à la fin concernant concernant ce palier-là. On va passer à autre chose. Maintenant, vous avez fait mention tout au long de l'émission de l'aveuglement des médias. On a dit que les journalistes aujourd'hui ne font plus preuve de respect de l'information. Ils font plutôt preuve, je vais dire, de vente de l'information. Comment vendre l'information, mais pas comment la diffuser ou bien comment bien la dire. Vous avez pris l'exemple de la Shoah avec Hitler et les Juifs. Vous avez même parlé d'imbécilité en disant que comment est-ce qu'on peut faire un 50-50, le ratio de 50-50 quand on parle de ce désastre mondial international. Alors, il faut qu'on se comprenne bien. En fait, je répondais à une question sur l'engagement du journaliste. C'est vraiment un avis qui est très personnel et certainement il y a des gens qui pensent comme moi. Je me disais, je vous l'ai dit en entamant cet entretien, que le journalisme n'est pas un métier désincarné. Exactement. On ne fait pas le journalisme comme ça et tout. Juste pour le faire. Oui, il faut donner un peu de chair à sa pratique journalistique. Sinon, vous faites 10 ans dans ce métier-là, vous n'allez pas laisser votre nom. Le métier se souvient toujours de ceux qui ont mis un peu du leur, qui sont engagés au moins pour une cause. Et je remettais en question un peu le principe de l'équilibre journalistique tel qu'on l'apprend de manière un peu docte dans les écoles de journalisme. C'est ce qu'on apprend aussi. Si on applique pas ce qu'on nous apprend, c'est quand même... Oui, sur le principe, je suis absolument d'accord. Le rôle du journaliste, c'est d'équilibrer l'information. Mais, à un moment donné, ce principe d'équilibre de l'information, il faut faire très attention parce que ça devient... Pardonnez-moi, ça devient de l'injustice. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas, si on vous demande d'aller faire un article sur, par exemple, le massacre des Juifs par Hitler, vous n'allez pas faire un article dans lequel vous donnez 50% à Hitler qui a massacré des Juifs pour rien et 50% aux Juifs qui sont les victimes de cette sauvagerie. Voilà. Si vous le faites, c'est de l'injustice. Ça veut dire que vous mettez au même niveau le bourreau et la victime. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a des moments où le journaliste doit dire ce n'est pas bon. Point. Il ne dit pas ce n'est pas bon. Mais non. Donc, le journaliste... Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On n'a pas à essayer de justifier un acte aussi inhumain. C'est un exemple peut-être extrême, mais pour vous faire en fait, comprendre. montrer la portée, voilà, ça veut donc dire. Parce que j'ai observé depuis quelques années quand même que les journalistes ont cessé d'être les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Les journalistes se mettent du côté des plus puissants, les journalistes se mettent du côté des plus riches. Pour moi, c'est de l'injustice. Et c'est pour ça que les citoyens ne font plus confiance à la presse. Quand vous regardez en France aujourd'hui, moi j'ai lu pas mal de livres sur... le dernier que j'ai lu, c'est un livre de Luc Chatel qui s'appelle « Média, la faillite d'un contre-pouvoir ». C'est-à-dire qu'il raconte dans son livre, c'est un livre qui a été écrit par Luc Chatel et Philippe Merlan, la faillite d'un média, la faillite d'un contre-pouvoir. Il montre effectivement
qu'en France, les citoyens français ne font plus confiance aux journalistes parce qu'ils estiment que les journalistes sont au service des plus puissants. Quand vous regardez au Cameroun aujourd'hui, les journaux, on n'en achète plus. Pas du tout. On les lit devant les boss. La télévision, on picore. Ouais, on picore, on choisit les programmes qu'on regarde et tout. Qu'est-ce qui fait Flores aujourd'hui? Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où sévissent un certain nombre de héros c'est pas toujours la vérité qui parfois n'ont aucune formation, aucune éthique et tout, mais qui sont plébiscités par le public parce que on se dit bon voilà, ceux-là au moins ils disent la vérité, alors que c'est quelque chose d'absolument désastreux parce que c'est des gens qui diffusent l'information ou alors qui diffusent des choses sans avoir été formés pour le faire. Cela demande aux journalistes de réinventer leur métier, de se remettre en question, de travailler pour donner encore plus de crédibilité à leur profession. Donc pour moi, j'essayais non pas de remettre en question un principe sacré du journalisme, c'est-à-dire l'équilibre de l'information qui est quelque chose d'absolument vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un dans un conflit sans donner la parole pour qu'il se défende, mais c'est un peu comme dans l'armée. Il y a ce qu'on appelle, parce que dans le principe dans l'armée, le soldat, il obéit aux ordres. Mais il y a ce qu'on appelle un ordre qui est manifestement injuste. Alors, si vous respectez un ordre de votre chef qui est manifestement injuste, vous êtes condamné pour ça. Vous ne pouvez pas brandir... Mais si j'ai peur de me faire virer, moi, qu'est-ce que je fais? Puisque la ligne éditoriale... Votre responsabilité, votre responsabilité en tant que soldat, c'est ce qu'on appelle la théorie des marionnettes intelligentes. La théorie des marionnettes intelligentes. On est marionnette, on se doit de réfléchir. De réfléchir, c'est-à-dire que votre chef dit, vous me rasez ce village, vous avez quand même un peu d'humanité pour dire, chef, au nom de quoi est-ce que je dois raser ce village? Ou alors, votre chef vous dit, alors vous tirez à bout portant sur ces personnes, vous devez quand même lui poser un certain nombre de questions. C'est valable également pour le journaliste. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans une chaîne où on parle d'une ligne éditoriale précise, ligne éditoriale qui ne veut absolument rien dire. Mais ça, ce sont les ordres de la haute hiérarchie de la maison aussi. Oui, mais vous êtes journaliste. Rien disent, il ne faut pas mettre du sable dans mon attiéké quand même. Mais vous êtes journaliste, et c'est ça la responsabilité du journaliste, parce qu'après, c'est vous qui présentez l'émission. On est d'accord. Ceux qui regardent cette chaîne HTV ne savent même pas qui est le promoteur. C'est rare que chacun voit l'antenne. Alors vous dites une chose, vous n'allez pas après aller expliquer dans tous les ménages, non en fait c'est mon chef qui m'avait dit de dire telle chose. Vous dites quelque chose, vous l'assumez. Et même professionnellement, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer votre clause de conscience pour refuser de poser un acte, même s'il vous a été imposé par votre patron. Sur le principe, c'est très facile de le dire, je suis bien d'accord, mais il faut pouvoir le respecter et trouver toujours le moyen de dire, chef, patron, c'est moi le journaliste, vous n'en êtes pas un. Et s'il est un journaliste, vous avez à ce moment-là un débat entre professionnels. Et s'il n'est pas journaliste, il demande, il va donner son ordre, il va vous virer, il va mettre quelqu'un d'autre qui va faire ce qu'il veut. Vous aurez au moins sauvé votre dignité. Mais vous ne nourrirez plus votre famille. Il y a ce qu'on appelle l'honneur journaliste. Mais vous ne nourrirez plus votre famille. Oui, mais... D'accord, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, Jean-Bruno Tanier. Et on va un peu parler de la communication proprement dite, la communication au Cameroun est établie, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de presse, il y a un certain nombre de radios, il y a un certain nombre de télévisions, mais est-ce que pour vous, on devrait mettre un stop et faire avancer, prendre 2 ou 3 sérieux pour pouvoir refaire ou bien redonner cette confiance aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs? Alors je pense qu'on ne peut pas avancer à reculons. Il faut faire table rase. On ne peut plus interdire les médias qui existent. Je pense qu'il y a simplement besoin de la part des consommateurs de médias de faire preuve d'un peu d'intelligence pour savoir qu'est-ce qu'il faut lire et qu'est-ce qu'il ne faut pas lire. Parce que c'est ça le problème du public camerounais, c'est-à-dire que le public camerounais ne sélectionne pas, ne trie pas. Et on a souvent l'impression que le public aime d'ailleurs ce qui est mauvais. Parce que quand vous regardez les radios, c'est ceux qui braillent fort qui sont célébrés, alors que ceux qui font de manière exemplaire leur boulot,
on ne les connaît même pas. Ce sont des info-junkies. Voilà, donc ils sont accros à l'information, quelle que soit sa source et quelle que soit sa provenance, qu'elle soit vraie ou pas. En fait, les gens sont attachés au sensationnel. Mais le journaliste ne doit pas être... Notre métier, nous l'avons appris. Oui. Nous connaissons la déontologie de ce métier, son éthique et tout. Et nous ne devons pas être esclaves du public. Oui. Parce que le public... on peut aussi l'éduquer. On peut orienter les goûts et les choix du public. Oui. Ce n'est pas parce que le public, à longueur de journée, veut des émissions où on s'engueule, où on bagarre, tout ça. On va leur servir. Non, à un moment donné, on peut dire non, on va vous servir des choses sérieuses. De toutes les façons, ils prendront. Voilà, quand c'est sérieux, ils prendront. C'est quand on se met au service du public de manière absolument aveugle, parce qu'on veut l'audience à tout prix, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est ça la responsabilité du journaliste, de savoir qu'est-ce qui peut être bien pour l'auditeur, parce que notre rôle, c'est d'éduquer également. D'accord. Voilà. Je vais donc vous poser les dernières questions de notre émission, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Déjà? La première est de savoir, vous étiez bien payé à Canal 2? Honnêtement, oui. D'accord. Il faut être honnête. Merci de votre honnêteté en tout cas. Un salaire qui est quand même pas mal comparé à ce que je vois comme salaire ailleurs. Salaire de catéchiste, on dit généralement. Oui. Parfois même moins que de catéchiste. D'accord. On va donc poursuivre encore et je vais vous demander si demain, Canal 2 décidait de vous payer vos droits et qu'il vous demandait de recommencer à travailler là-bas, vous accepterez de le faire? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Alors, ils vous ont payé vos droits. Donc, vous n'avez pas de problème avec... Quand on vous paye vos droits, c'est pour se séparer de vous. Non, et qu'ils vous demandent, j'ai précisé, si vous redemandez de recommencer à travailler là-bas. Est-ce que vous accepteriez? J'avoue que je ne sais pas, mais évidemment, que ce soit à Canal 2 ou bien n'importe où, moi je ne m'engagerai pas dans un autre média sans m'entourer d'un certain nombre de garanties, sans fixer mes conditions. Oui. Voilà, donc je pense ça veut dire que vous n'aviez pas de conditions fixées à Canal 2? C'est le minimum. Quand j'ai été recruté, il est évident que j'ai quand même il n'était pas respecté. Un échange avec mon patron avant de venir. Voilà, donc désolé, je ne vous dirai pas ce que vous voulez que je dise. Voilà. D'accord. Bon, une avant-dernière question à ce propos. Oui. Dehors, on parle de Canal 2 comme la chaîne leader. On parle de Canal 2 comme, déjà, c'est une chaîne très suivie au Cameroun, comme de partout le monde entier. Une chaîne vraiment regardée. Mais aussi, les gens disent que Canal 2 International, c'est une chaîne tribaliste. Quel est le regard que vous faites par rapport à cela? Vos hommes notaniers, quel est le regard que vous en faites? Bon, alors moi, je ne sais pas ce que les gens mettent dans le terme... tribaliste. Oui, télé-tribaliste et tout ça. Honnêtement, c'est des mots qui ne veulent absolument rien dire. Nous sommes dans un pays où les gens ont l'habitude de coller des étiquettes. Les gens aiment bien ça. C'est-à-dire que les étiquettes, X c'est tribaliste, X c'est ceci, X c'est pro-tel, X c'est pro-tel. J'entends ça chaque jour. Et, on vous a traité le tontinard aussi. Voilà, donc je ne me laisse pas impressionner par ce genre de choses. Le plus important, c'est de bien faire son boulot et d'avoir le sentiment de tout donner. Chaque fois, pour moi, chaque émission est c'est un challenge. Un challenge, un défi à relever. Et donc, pour moi, c'est le plus important de présenter une émission, d'avoir le sentiment que quelqu'un, en regardant votre émission, a appris quelque chose. Parce que pour moi, et c'est ça le drame un peu de la télévision chez nous, c'est-à-dire les gens pensent qu'il suffit de porter une veste cravate, de se pomponner le visage, de venir à la télévision, faire son beau. C'est pas ça. Vous présentez une émission, si au bout de 90 minutes d'émission, les gens n'ont pas le sentiment d'avoir appris quelque chose, pour moi c'est un gâchis. Et chaque fois, quand je prépare une émission, je me dis, alors moi, téléspectateur, qu'est-ce que j'aurais appris si c'est moi qui regardais une telle émission? Donc pour moi, nous sommes là pour informer.
Exactement. Informer. Dire et donner l'information. Quel que soit le type d'émission. Voilà. C'est pour ça que dans une question précédente, quand vous disiez, bon voilà, on n'aimait pas mes opinions et tout ça là. Moi, j'ai animé une émission d'entretien. C'était pas un débat et c'était pas une émission d'opinion. Mon rôle, c'est de poser des questions. Comme ce que nous sommes en train de faire. À des personnes de toutes les sensibilités. Voilà, et donc, les questions peuvent être parfois difficiles. C'est ça mon rôle, mais dans le respect de mon interlocuteur. Pour moi, c'est quelque chose de sacré. Il y a des invités, parce qu'il y a plusieurs types d'entretiens. Exactement. Quand vous avez un spécialiste, c'est une interview explication. Il vient vous expliquer ce qu'il sait. Mais quand vous avez par exemple une personnalité politique, une personnalité controversée et tout, il vient défendre quelque chose. Voilà, et donc c'est une interview qui peut parfois être catalogué. Dans l'inquisition. On peut même être parfois dans l'inquisition et c'est tant mieux parce que c'est ça qui amène le public à apprendre quelque chose. L'objectif, c'est de tirer quelque chose de son invité. D'accord. Donc, je vais vous poser la dernière question de notre... La dernière vraiment? Non, la dernière vraiment. Mais je n'ai pas... Promis sur ma conscience professionnelle, c'est la dernière question. Très bien. Si je vous disais HTV? Ben, c'est une bonne télé. C'est pas parce que je suis ici que je le dis. Hein. Il m'est arrivé de regarder cette télé et peut-être que vous ne le savez pas ou alors vous le savez. Il y a même une équipe qui était venue chez moi faire une interview. Pour un portrait. Voilà, c'est une chaîne de télévision qui a commencé. C'est la première fois que j'arrive ici. Je vois les studios, c'est déjà ça, parce qu'il y a pas mal de télévisions. C'est vrai, moi, j'ai pas fait la télévision depuis très longtemps, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de télévisions qui ont commencé et n'avaient pas ce que vous aviez déjà. Exactement. Donc, moi, j'ai regardé vos images, elles sont absolument magnifiques. La première chose qui m'avait marqué, c'est le plateau. Le plateau qui est assez bien fait, parce que ça, c'est également l'une des faiblesses des chaînes de télévision ici chez nous. Les plateaux sont un peu fades, un peu c'est vous qui le dites, heureusement encore. C'est bien et j'espère que vous allez aller plus loin, Et si je disais Jean-Bruno Tagné, c'est toujours la même question, hein, donc c'est juste un autre palier. Allez-y. Et si je disais Jean-Bruno Tagné à HTV? Ou bien, vu que c'est une nouvelle télé, il n'y a pas un background et vous êtes plus intéressé par les télévisions qui ont déjà une histoire, un background. Non, moi je suis pas forcément intéressé par ce qui a déjà un background. Vous savez, parfois il faut être aussi un pionnier. Et moi, j'ai commencé ma carrière véritablement professionnelle dans un journal que nous avons créé de toutes pièces, le journal Le Jour. Nous avons eu des séances de travail où on a travaillé sur des rubriques et tout. Donc, c'est parfois bien d'être aussi le pionnier de quelque chose. Donc, vous serez prêt à déposer vos valises à HTV? Non, c'est juste une question. Oui, très bonne question d'ailleurs. Je vous dirais simplement que ça ne me dérange pas d'aller dans une chaîne de télévision qui est toute petite et qui commence à se lancer. Je peux être aussi à l'aise dans une telle chaîne que dans une grande chaîne, entre guillemets. Donc, je n'ai aucun souci à ce niveau. Alors, c'est sur ces dernières paroles que je vais vous dire merci, Jean-Bruno Tagné, d'avoir honoré votre présence dans notre studio, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot, je sais pas, pour la route, un dernier mot pour la presse, la communication au Cameroun, pour finir. Écoutez, que les journalistes fassent leur boulot, mouillent un peu plus le maillot parce que le Cameroun se trouve à un tournant décisif de son histoire. Et vous savez, la presse a été aux avant-postes des changements démocratiques que nous avons eu dans ce pays au début des années 90 avec le retour au multipartisme. Il y a des héros de cette presse-là qui ont mouillé le maillot, qui sont battus, qui sont sortis un peu de leur zone de confort pour s'engager parce qu'il y avait une cause juste. C'est-à-dire la démocratisation. Et le regret que j'ai aujourd'hui, c'est d'observer que ces espaces de liberté si chèrement
acquis sont en train d'être perdus et c'est absolument dommage. C'est nous qui devons nous battre pour maintenir la flamme allumée parce que voilà, la conquête des espaces de liberté, elle est permanente jusqu'à ce que le Cameroun s'installe sur la voie, même pas sur la voie, dans un environnement véritablement et totalement démocratique. Et il n'y a pas de démocratie sans presse libre, sans journalistes crédibles. D'accord, on va donc rester sur ces mots. Il n'y a pas de démocratie sans presse libre et sans journalistes crédibles. C'était l'invité de H. On était accompagné de Jean-Bruno Tanier. On espère vous avoir et on est sûr qu'on vous aura dans les prochaines éditions. Passez une excellente soirée.